Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence « Les perspectives de l'installation-transmission pour la filière porcine ». Je suis Valérie Lavorel, conseillère transmission à la Chambre d'agriculture et l'animatrice de cette conférence. Celle-ci est organisée par les partenaires du réseau transmission en Bretagne et l'équipe régionale transmission des chambres. Elle s'inscrit dans le cadre de la quinzaine de l'installation-transmission avec au programme 4 webconf et 2 événements présentiels les 25 novembre et 2 décembre. Vous trouverez tout le programme sur www.transmission-en-agriculture.com. Cette webconf est destinée aux agriculteurs qui envisagent de céder leur exploitation et aux porteurs de projets en installation agricole. Vont intervenir à cette conférence Marie-Isabelle Lebars, chargée de mission installation-transmission à la Chambre, Arnaud Hay, qui lui, on ne le verra pas, mais on l'entendra, chargé de mission économie-emploi à la Chambre également, Jean-Yves Lelièvre, conseiller et chargé d'études en production porcine à la Chambre, Sylvie Chapin, coordinatrice installation-transmission Le Gouessant, Patrice Lavolée, expert conseil Progeco à Eureden, Éric Fèvre, juriste à la Coperle, Myriam Lebillan, chargée de projet et développement à Evelop, et enfin, Laurent Chaise apportera une conclusion. Il y aura aussi quelques témoignages recueillis par Laurence. Donc, merci à tous ces intervenants qui ont accepté de participer à cette conférence. Le renouvellement des générations, tout le monde en parle. Beaucoup d'agriculteurs et d'agricultrices partent ou vont partir dans les prochaines années en retraite. L'objectif de ce temps de conférence est de s'adresser aux cédants et aux porteurs de projets en dressant un bilan d'installation aujourd'hui et les perspectives de cette filière. Voici les différents points que nous aborderons lors de cette webconf. Quelques chiffres sur la filière et l'installation par Marie-Isabelle Lebars, le contexte et les facteurs qui impactent la filière d'un point de vue économique par Arnaud Hay, les facteurs qui favorisent l'attractivité d'une exploitation par Jean-Yves Lelièvre, la parole ensuite au groupement qui nous présenteront des perspectives et des enjeux. Et enfin, nous terminerons par quelques témoignages recueillis par Laurence, ainsi que la conclusion de Laurence à cette webconf. Pour commencer, je donne la parole à Marie-Isabelle. Bonjour à tous, Marie-Isabelle Lebars, chargée de mission régionale installation-transmission pour les chambres d'agriculture de Bretagne. Et dans le cadre de ce webinaire, je vais vous faire un petit point sur la réalité de l'installation en production porcine en Bretagne. L'année dernière, on était sur 507 installations aidées sur la région Bretagne, plutôt une tendance à la hausse. C'était la première fois depuis une quinzaine d'années qu'on passait la barre des 500. A priori, cette année à nouveau, on sera autour des 500 installations aidées. C'est aussi une tendance qu'on retrouve au niveau national. Et l'ensemble de ces données sont visibles dans une plaquette de chiffres clés installation-transmission que nous produisons. Pour la production porcine en particulier, on est autour de 10% des projets. Donc, c'est quelque chose qu'on a retrouvé par le passé, qui se consolide depuis 2 ans, avec l'année dernière une cinquantaine de projets d'installation aidés spécialisés, c'est-à-dire en production principale. En termes de taux d'installation aidée, on est à peu près à 95% si on regarde l'ensemble des installations de moins de 40 ans. Pour les autres productions, en moyenne, on est plutôt à 70%, donc c'est une production plutôt très aidée. En termes de taux de remplacement, par contre, on est relativement faible. On est plutôt à une installation pour 3 départs sur l'ensemble des productions. Là, on est plutôt à 1 sur 4, c'est-à-dire 50 installations pour 200 départs sur la production porcine. Et c'est également une production sur laquelle on a un taux de vieillissement relativement important, puisqu'on est à 48% de chefs d'entreprise de 52 ans et plus pour l'ensemble des productions, et on est à 53% pour la production porcine. Alors, quid de profil de ces installations, de cette cinquantaine de projets? Un âge moyen relativement jeune, donc 30 ans pour l'ensemble des productions, plutôt 29 en production porcine, assez peu féminin, 16% en production porcine contre 29%.
relativement hors cadre tout de même, 30%, 33%, donc un tiers des installations aidées sont le fait de personnes hors cadre familial. Donc ça, je pense que c'est important de le noter, que même quand on n'a pas de repreneur dans le cadre familial, c'est tout à fait un scénario qui est possible et qui est réel. Plutôt des personnes qui sont peu du milieu agricole, une filière assez peu représentée en agriculture biologique. On a vraiment deux types d'installations, la majorité en filière longue, mais on a quelques projets de création avec vente directe en bio qui sont plutôt des ports plein air. Donc 4% en vente directe, 8% en agriculture biologique. Une SAU moyenne plutôt importante, autour de 101 hectares par rapport à la moyenne des 76. En termes de statut, on a une part en individuel, une part en GAEC, mais on a une majorité en EARL, 43% contre 29% pour l'ensemble des productions. Et en termes de niveau de diplôme agricole ou non agricole, on est quand même sur des personnes relativement mieux formées que les autres agriculteurs, puisqu'on a 24% au niveau bac, mais on a 43% qui ont un niveau bac plus 2. On a également des niveaux ingénieurs pour 5%. Donc, voilà un petit peu la répartition de l'ensemble des productions. Donc, vous retrouvez les 10% production porcine, sachant que sur nos régions, ce sont plutôt les productions laitières qui sont prioritaires. Et on voit une augmentation plutôt des productions en végétal, maraîchage, verger, horticulture, culture qui sont plutôt en augmentation ces dernières années. Donc, en synthèse, une région plutôt dynamique, mais un problème de renouvellement et de vieillissement de la filière porcine en particulier. Quelle attractivité, on a des envies d'installation, de plus en plus, notamment avec, entre guillemets, l'effet Covid. Donc, on a eu 2500 appels au point accueil installation l'année dernière en Bretagne, avec tout à fait une diversité de profils, de projets, de production, vraiment une grande diversité plutôt en augmentation des envies d'installation. Et en production porcine, on est à 5% des appels au PAI. Depuis plusieurs années, c'est relativement stable, ce qui correspond à une centaine quand même de porteurs de projets qui ont envie de s'installer en agriculture et en production porcine en particulier. Donc, on a quand même un manque d'attractivité de cette filière porcine. Pourtant, on a une bonne pérennité des projets d'installation en post-installation et des revenus qui sont plutôt au rendez-vous. On est à 96% de taux de maintien globalement, mais 98% en production porcine, donc très peu d'échecs. Et quand on regarde les revenus, on a vraiment des revenus moyens qui sont au-dessus du lot en filière porcine. Alors, qu'en est-il au RDI, au répertoire départ installation, qui est suivi par Valérie ici sur les Côtes d'Armor? 465 offres sont en ligne, dont 90 en port hors sol, 5 en port plein air. Donc, on a beaucoup d'offres en production porcine, sachant qu'en 2021, avec le répertoire départ installation, c'était 10% des nouvelles offres, 4% des nouvelles demandes, donc un peu moins de demandes effectivement. Donc, c'est une difficulté d'avoir suffisamment de repreneurs dans cette filière. On a malgré tout réussi 7% des installations, donc 7 projets, puisqu'il y a eu 100 installations avec le RDI, ce qui représente quand même la moitié des installations porcines hors cadre familial. Donc, le RDI est quand même une piste intéressante. Et là, à ce jour, on a 90 offres en ligne, dont 5 plutôt en bio et filière courte. Donc, c'est quand même un moyen intéressant. Il y a cette question de l'attractivité de la filière porcine qui est bien identifiée et avec qui on travaille, sur lesquels on travaille avec l'ensemble des partenaires. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci Marie-Isabelle. Et maintenant, nous allons aborder les facteurs économiques qui impactent la filière porcine par Arnaud Hay. Je vous propose maintenant de faire un point sur le contexte économique de la filière porcine. Le marché du cadran de Plérin est le lieu qui sert de référence pour le prix du porc de l'ensemble de la France. Il se tient 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi, et rassemble les producteurs et les acheteurs. Les ventes se font aux achères, c'est le lieu de la confrontation entre l'offre et la demande. Comme le montre le graphique du prix du porc, celui-ci est très fluctuant. C'est une des caractéristiques de la production porcine. Au cours des 10 dernières années, il a varié entre un peu plus d'1 euro par kilogramme de carcasse et a récemment dépassé la marque des 2 euros par kilogramme de carcasse. Plusieurs facteurs expliquent ces mouvements importants de ce prix. Le prix étant le résultat de la confrontation entre l'offre et la demande, l'évolution de la production porcine influe sur celle du prix. Le marché du porc français faisant partie du marché européen, l'évolution de la production continentale influe fortement sur les cours. Ainsi, par exemple,
les abattages européens de porcs sont en baisse de 4% sur la première moitié de 2022. Ce facteur explique en grande partie les prix records enregistrés ces derniers mois. Côté demande, plusieurs facteurs rentrent en ligne de compte. Ces dernières années, les exportations vers la Chine ont eu une influence majeure sur l'évolution des cotations. En 2020, par exemple, la forte demande chinoise avait permis de connaître de bons prix avant que celle-ci ne se tasse, entraînant un retournement de conjoncture. Parmi les autres facteurs influençant la demande, on peut citer évidemment la demande des consommateurs européens, qui d'ailleurs est en train de faiblir ces derniers temps. La rentabilité d'un élevage porcin dépend des prix de vente et des coûts de production. La production porcine se caractérise par la part très élevée du coût de l'aliment dans ses coûts de production. Il pèse en effet dans les 2/3 du coût de revient. Ces derniers mois, l'envolée du prix des céréales et donc de l'aliment pour porc n'a pas permis aux élevages de bénéficier pleinement de la hausse des prix de vente. Si le marché au cadran reste la référence pour établir le prix de vente de l'essentiel des porcs français, on constate que ces dernières années, plusieurs acteurs ont développé des démarches de segmentation. Ces acteurs peuvent être des groupes d'éleveurs, des groupements de producteurs, des transformateurs ou la grande distribution. L'objectif de ces démarches est de se différencier du conventionnel afin d'obtenir une meilleure valorisation des produits. Cette différenciation se porte souvent sur les modes de production en élevage. Un éleveur décidant de rentrer dans une telle démarche s'engage à respecter un cahier des charges défini en contrepartie d'une plus-value. Les contrats pouvant être très variés, ils doivent être jugés individuellement pour déterminer s'ils peuvent être intéressants ou non pour le producteur. La Chambre d'agriculture de Bretagne a fait une recension de certaines de ces démarches. Merci Arnaud pour cette présentation. Je laisse la parole maintenant à Jean-Yves Lelièvre qui va nous parler des facteurs qui favorisent l'attractivité d'une exploitation. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Valérie. L'attractivité d'une exploitation porcine, c'est important. Comme on l'a vu précédemment, le nombre de candidats à l'installation en Bretagne ne suffit plus à compenser les départs en retraite. Les candidats à la reprise ont donc la possibilité de choisir l'outil qu'ils souhaiteraient acquérir en fonction de certains critères. Je vais vous parler des facteurs d'attractivité en 4 points. La situation de l'élevage, le bâtiment, le travail, les résultats techniques et économiques. En premier lieu, la situation de l'élevage. L'attractivité d'une exploitation porcine pour un repreneur, c'est d'abord la situation par rapport à la situation géographique. D'abord la commune, si elle est située près du littoral ou au centre Bretagne, ce ne sont pas les mêmes contraintes. Puis la proximité des partenaires, les abattoirs pour les livraisons d'animaux, les fabricants d'aliments. Certaines zones géographiques bretonnes sont mieux pourvues que d'autres. L'activité de l'exploitation, le nombre de productions animales présentes, c'est plus difficile de céder un élevage naisseur-engraisseur combiné avec un élevage laitier. La surface foncière, avec le nombre de propriétaires ainsi que la situation des baux ruraux. L'attractivité, c'est aussi par rapport à la situation de l'élevage. Par exemple, la taille de l'élevage avec la capacité de production de porc à l'année, mais également le statut de l'élevage naisseur-engraisseur total ou partiel. Et pour finir, le premier coup d'œil. Dans l'immobilier, on dit que les 30 premières secondes lors d'une visite sont déterminantes pour avoir un coup de cœur. Il faut donc éviter de laisser traîner du vieux matériel d'élevage, par exemple des vieilles cages gestantes ou des anciens abreuvoirs autour des bâtiments. Et maintenant, passons à la deuxième partie. Le bâtiment. Il est nécessaire d'effectuer un inventaire complet de tous les bâtiments avec leur date de construction, date de rénovation et le type de matériaux utilisés, en dur ou en panneau sandwich. Tous ces éléments peuvent fluctuer la valeur de la reprise. L'état des bâtiments avec l'aménagement intérieur, s'assurer que tout fonctionne correctement, la distribution des aliments à soupe, à sec, l'eau, la ventilation, l'éclairage dans les salles, etc. Maintenant, passons à la troisième partie. Le travail. L'avenir de la filière porcine, c'est également de trouver des salariés. L'attractivité est devenue un enjeu majeur pour embaucher et fidéliser les salariés et pour ce faire, un local d'accueil est indispensable. Un local pour se changer, un bureau pour les documents de l'élevage, un planning de travail. La clarté dans les bâtiments, il s'avère que ce critère est important auprès des jeunes étudiants selon une étude d'attractivité réalisée en 2022. Prévoir des fenêtres, voire des puits de lumière, éviter les zones sans lumière, car les zones sombres sont bloquantes pour les porcs, mais également dimensionner l'élevage.
On préconise un UTH pour environ 120 truies avec des notions de palier. S'il y a des activités annexes, par exemple la fabrication d'aliments à la ferme ou une méthanisation, il y aura du temps supplémentaire à prendre en compte. Évitez de proposer des postes sur des temps partiels et prévoir des aménagements pour faciliter le travail. Par exemple, un chariot de soins en maternité, comprenant tout le matériel pour les soins afin de faciliter les manipulations des porcelets à hauteur d'homme, une fosse de vaccination pour les porcelets, un local avec l'outillage pour l'entretien. Les freins à l'installation en production porcine sont financiers, surtout pour les jeunes s'installant hors cadre familial, étude CRAP 2012. Aujourd'hui, il est demandé aux porteurs de projets une partie d'autofinancement personnel. Votre conseiller d'installation Chambre d'agriculture de Bretagne peut vous accompagner dans la réflexion et le montage de votre dossier. Faciliter la reprise par une location des terres en propriété du cédant si le montant de l'enveloppe est trop important. Chercher l'autonomie énergétique avec l'évolution des prix de l'énergie. Il y a la possibilité de produire de l'électricité avec des panneaux photovoltaïques en autoconsommation ou l'installation d'une chaudière à bois, voire d'une méthanisation. Autre facteur d'attractivité possible, positionner l'élevage par rapport au carbone pour envisager le label bas carbone, avoir un contrat de vente pour les animaux, avoir un cahier des charges pour une production reconnue avec des plus-values. Pour conclure, il faut aussi savoir s'entourer de partenaires avec qui on entretient des relations de confiance, tant du côté cédant comme du côté repreneur, banques, romans, fabricants d'aliments, etc. Ainsi, ils pourront être les porte-parole de la transmissibilité de l'exploitation. C'est d'autant plus important que les banques sont attentives tant au profil du porteur de projet qu'à sa relation. Merci Jean-Yves pour cette présentation. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de cette webconf en donnant la parole au groupement et coopératives. Je laisse la parole à Sylvie Chapard du Gouessant. Bonjour à tous, nous allons aborder les aspects bâtiments. Donc tout d'abord, si je suis un repreneur, je vais regarder l'exploitation dans son ensemble. Et quels sont alors les critères qui rendent un site attractif? Eh bien, il y aura tout d'abord les surfaces de terre, en cohérence avec l'atelier porcin pour être notamment autonome en plan d'épandage. Ensuite, il y aura le foncier autour des bâtiments en propriété pour que demain, le successeur puisse construire si nécessaire. Je dois veiller en tant que cédant à disposer d'un site d'élevage autonome pour l'accès à l'eau et pour le réseau électrique, en fait, notamment si j'ai ma maison d'habitation qui est restée à côté. Et puis, si possible, pas de maison à moins de 100 mètres des bâtiments d'élevage. Il est important de noter aussi que la pression environnementale et sociétale est un critère qui est pris en compte par les porteurs de projets. On va passer à l'organisation des porcheries. Qu'est-ce qui facilite la reprise d'un élevage de porcs? Eh bien, tout d'abord, ce sera une chaîne de bâtiments cohérente avec un bloc naissage, post-sevrage et engraissement distincts. Des bâtiments aussi qui sont bien dimensionnés par rapport à la conduite en bande, ou qui sont logiques. Des bâtiments qui facilitent l'organisation de la main-d'œuvre, par exemple avec des couloirs adaptés et clairs, si possible pas trop de zones d'ombre, pour faciliter le déplacement des animaux. En tout état de cause, en fait, souvent je dis qu'il faut éviter l'effet puzzle avec des petits bouts morcelés un petit peu partout. C'est ce qu'il y a de plus difficile à rénover derrière. Le repreneur veillera aussi à vérifier que tout est en état fonctionnel et que les bâtiments et les équipements ont été bien entretenus. Donc, en tant que cédant, il est conseillé d'être attentif à l'état des couvertures, des poutres, des caillebotis. Vous pouvez en fait vous faire aider d'un technicien bâtiment pour avoir un avis avisé sur ce sujet-là. Vérifier aussi l'isolation des porcheries. Et puis, au niveau des capacités de stockage, il est important de vérifier à la fois le volume des ouvrages et puis également leur étanchéité pour être sûr que ce soit conforme et en règle.
Les bâtiments doivent aussi être réglo du point de vue de la biosécurité. Donc là, on va être sur le local sanitaire, sur la clôture autour de l'élevage. On doit être bien au niveau du bien-être. Donc là, on pensera à l'accès à l'eau, au respect de la surface par animal, à la présence de matériaux manipulables et de jouets, par exemple. Être dans les clous aussi sur l'environnement et les installations classées. Et enfin, être dans les clous par rapport au référentiel VPF-QT, ce qui, par exemple, peut concerner le quai d'embarquement et ses équipements. Pour tous ces diagnostics, au niveau des coopératives, donc, on a des techniciens bâtiments et des techniciens environnement qui peuvent vous aider à faire un état des lieux. La question de l'amiante se pose aussi quand on parle des bâtiments et plus particulièrement dans le cas où le repreneur serait obligatoirement amené à détruire des porcheries ou des bâtiments amiantés, auquel cas il sera amené à intégrer dans son étude d'économique prévisionnelle le chiffrage en fait du désamiantage, ce qui va induire une baisse en fait de la valeur du prix de la valeur de l'élevage pour celui qui vend. Si je suis cédant, je me pose aussi la question de quels sont les travaux à entreprendre, est-ce qu'il y a des équipements que je dois absolument mettre en place, etc. Donc, moi, je considère qu'il y a une première famille de travaux qui est intéressante, c'est les travaux qui permettent de gagner en confort de travail, parce que ça va permettre en fait de rester en bonne santé plus longtemps, donc d'être moins stressé, de se donner du temps pour la transmission. Alors, qu'est-ce que ça peut être? En fait, ça peut être des rajouts de couloirs pour faciliter le déplacement des animaux. Ça peut être un robot de lavage. Ça peut être des équipements pour le marquage, pour le tri. Et il faut bien penser que tout ce qui est bien pour soi sera aussi derrière un atout pour le repreneur. La deuxième catégorie de travaux, peut-être plus difficile à lister comme ça instantanément, mais ce sont les travaux qui vont permettre d'améliorer la rentabilité, les performances techniques, puisque ce sont ces performances qui, derrière, vont aussi intervenir dans la valeur économique de l'élevage. Alors, on peut penser au contrôle ventilation, c'est basique, mais c'est important. Un bon fonctionnement donc, de la ventile, et puis, pourquoi pas, la couverture des fosses. Pour tous ces travaux, vous pouvez parfois bénéficier de subventions ou d'aides, par exemple le PCAEA. Une question qui revient régulièrement des cédants qui sont en élevage de porc, c'est est-ce que je dois en fait lancer un investissement pour des maternités bien-être? Alors c'est vrai qu'à l'avenir, ça risque de devenir nécessaire. À mon avis, on peut se lancer dans cet investissement si on peut rembourser le montant des travaux avant sa fin de carrière, ou sinon, c'est dans le cas où on est sûr d'avoir un repreneur qui gardera le naissage. Peut-être aussi qu'au final, c'est plus pertinent de laisser le choix des cases mater au repreneur pour qu'il puisse mettre en place en fait les équipements de son choix. On doit quand même être prudent à chaque fois qu'on effectue des investissements au niveau du bloc naissage, parce que parmi les projets de reprise que l'on constate en porc, il y a des projets de reprise qui ont pour objectif principal de reprendre du foncier, et donc dans ce cas, seules les porcheries d'engraissement sont utilisées après projet. Donc ça veut dire que voilà, il faut quand même être certain que les investissements au niveau du naissage puissent être valorisés. Le quid de la FAF, beaucoup de porteurs de projets envisagent demain de faire de la FAF pour réduire le coût alimentaire. Alors, est-ce que c'est en fait rédhibitoire si on n'a pas de FAF? Pas forcément, parce que pour mettre en place de la FAF, ça se réfléchit au cas par cas. Donc, il y a en fait le temps de travail correspondant à prendre en compte. Et puis, il faut aussi veiller à maintenir des performances techniques correctes. Donc, il y a cette vigilance-là à avoir. Et moi, je me dis que plus que la FAF, en fait, c'est surtout le lien au sol qui importe par rapport à la résilience de l'exploitation d'un point de vue économique. La question du nombre de sites. Est-ce que c'est mieux d'avoir un site, plusieurs sites?
Le fait d'avoir un seul site est forcément un atout parce que c'est plus confortable en termes de main-d'œuvre, en termes de temps de travail. Maintenant, si on a 2 sites, ça peut aussi présenter un atout du point de vue sanitaire, par exemple avec un site naissage d'un côté, un site d'engraissement de l'autre. Au-delà de 2 sites, par contre, ça devient plus préoccupant en termes de main-d'œuvre, surtout si les 2 sites sont éloignés. Vous pouvez aussi réfléchir à élargir les horizons, c'est-à-dire j'ai mon site d'élevage en porc, est-ce que dans l'environnement proche, il y a un site d'élevage qui serait complémentaire au mien, avec quelqu'un qui serait amené à céder également? Ou à l'inverse, réfléchir, pourquoi pas, si la situation se présente, à un démantèlement de l'exploitation pour en faire plusieurs lots. Le dernier point, c'est la question des nouvelles porcheries. Donc les porcheries de nouvelle génération avec courettes, par exemple. Alors, est-ce que c'est possible de transformer une porcherie classique dans ce type de bâtiment? Ma foi, non, pas forcément, parce que ce sont des bâtiments en ventilation statique le plus souvent, donc il faut une hauteur de plafond suffisante. Il faut aussi une bonne orientation vis-à-vis du soleil, et puis il faut de la lumière naturelle. Donc ce qu'on constate, c'est que souvent, en fait, ce sont plutôt des bâtiments neufs qui sont construits, et de manière générale, une porcherie n'est pas aussi adaptable qu'un poulailler ou qu'une stabulation pour pouvoir en faire d'autres usages. Merci Sylvie pour cette présentation. Je passe la parole maintenant à Éric Fèvre de la Coperle. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Bonjour. Donc Éric Fèvre, juriste au groupement d'éleveurs de la Coperle. Moi, ma mission au sein de la coopérative, c'est de conseiller les adhérents au niveau juridique et fiscal, sachant que le renouvellement des générations, donc les transmissions pour les cédants et puis les reprises pour les jeunes et les moins jeunes, représentent grosso modo les 3/4 de mon activité. L'âge moyen d'un adhérent de Coperle est de 50 ans. Et 53% des associés exploitants ont plus de 50 ans. En termes de vision de leur future transmission d'exploitation, 43% des plus de 55 ans ont une idée certaine de la future transmission de leur exploitation, ce qui veut tout de même dire que 57% n'ont pas une idée certaine, voire pas d'idée du tout, de la future transmission de leur exploitation. Autre point qui me paraît très important de signaler en termes de renouvellement des générations, c'est la place que l'on peut faire aux femmes en production porcine. 28% de nos exploitants sont des exploitantes, ce qui correspond à peu près aux statistiques nationales, puisque 27% des exploitants sont des femmes. Par contre, ce sont 49% des personnes qui frappent à la porte du registre des départs et des installations. Eu égard à leurs compétences dans la filière porcine, on pense qu'on a un vivier de potentiels futurs repreneurs et de futurs salariés dans la jante féminine. Ensuite, sur les cahiers des charges. À la Coperle, vous avez 33 cahiers des charges en production porcine et 3 en coche. Ça nous paraît très important, cette segmentation, cette variété de cahiers des charges. Ça nous paraît important, d'une part, pour répondre aux attentes des consommateurs, mais aussi de ceux qui les fournissent, c'est-à-dire des distributeurs. Les distributeurs, plus vous proposez de variété en termes de cahiers des charges, plus c'est intéressant en termes d'offres à destination des consommateurs. Cette variété de cahiers des charges, et nous, on invite les jeunes qui s'installent et à monter en compétences et à monter en gamme en termes de cahier des charges pour aller chercher un maximum de plus-value, c'est-à-dire de rendement financier. Ça permet aussi, cette variété de cahier des charges, de laisser toute latitude aux exploitants, jeunes et moins jeunes, dans le choix des productions qu'ils souhaitent réaliser dans leurs exploitations. Actuellement, pour précision, on a aussi une réflexion en termes de recherche et développement sur de l'intrasegmentation. L'intrasegmentation, c'est-à-dire qu'un exploitant, au sein de son outil, pourra varier, pourra choisir le cahier des charges
dans lequel il souhaite mettre ses animaux. Pour finir, j'aimerais revenir sur 4 points. Tout d'abord, l'accès au foncier. Autant il y a une quinzaine d'années, transmettre un outil sans foncier, c'était tout à fait possible et tout à fait envisageable. Autant aujourd'hui, c'est très, très compliqué. Les repreneurs souhaitent se sécuriser, d'une part en termes de réglementation environnementale et d'autre part en termes d'accès au végétal, c'est-à-dire à l'aliment pour leurs animaux. Ça permet aux exploitants de marcher sur deux jambes, à la fois les productions végétales et les productions animales. Comme on l'a dit statistiquement, en termes de filière porcine-coperle, nous, on pense que l'exploitant naisseur-engraisseur, c'est intéressant, d'une part parce que ça permet de capter un maximum de plus-value en élevant son animal de sa naissance à son départ pour l'abattoir. Et ça permet aussi de ne pas être tributaire. 2 autres points sur lesquels j'aimerais finir. D'une part, sur la valeur que l'on retient lorsqu'on vend ou lorsque l'on souhaite acheter une exploitation. On a des données statistiques. On sait que dans nos 25% meilleurs, on a plus de 60% des adhérents qui ont acheté leurs exploitations sur la base d'une valeur économique. Par contre, on sait aussi que dans nos 25% moins bons, on a également plus de 60% de nos adhérents, mais cette fois qui ont acheté sur la base d'une valeur patrimoniale. Donc, la valorisation de l'outil, c'est très important. La méthode de valorisation de l'outil, c'est très important sur les 10 à 15 premières années de carrière. Et pour finir sur une note optimiste, je voulais rappeler cette étude réalisée par l'INRA en 2019 sur la base des données 2007 à 2017. L'élevage porcin est le seul élevage en France qui a un retour sur investissement positif. Voilà, merci à tous. Merci Eric pour cette présentation. Nous allons passer maintenant, nous allons donner la parole à Patrice Lavolée de Reden. Bonjour à toutes et à tous, Patrice Lavolée, je suis salarié à la coopérative Reden et je m'occupe de tout ce qui est transactions, installations en production porcine en collaboration avec Philippe Levanier. Nous partageons la Bretagne sur toutes les reprises d'exploitation en production porcine. Donc aujourd'hui, le profil pour l'installation change. Voilà. Et puis, on intègre aussi des aspects ressources humaines parce que les porteurs de projets aujourd'hui ont de la main-d'œuvre salariée dans les reprises d'exploitation qu'ils font. Par contre, en termes de profil observé aujourd'hui par rapport à ça fait 10 ans, on a moins d'installations familiales. Aujourd'hui, les enfants d'éleveurs ne reprennent pas forcément l'exploitation de leurs parents. On a des profils plutôt salariés en production porcine qui ont une expérience sport de 4 à 10 ans, ce qui est aussi un point fort lorsqu'on va rencontrer les banques. Quand ils voient un profil qui a 4 à 10 ans dans la production porcine, c'est un élément majeur. Voilà. On a aussi plus de NIMA. Alors, les NIMA, ce sont des non-issus du milieu agricole. Ce sont des candidats qui sont de plus en plus importants. On a une proportion aujourd'hui de 4 NIMA sur 10 installés, voilà, qui ont un intérêt pour la production porcine et dont les parents n'ont pas d'exploitation. Bien sûr, une maîtrise de la technique porc est importante, avec des tableaux de bord à suivre au quotidien. Et aujourd'hui, avec du foncier, il faut une maîtrise des cultures, avec bien sûr l'objectif d'utiliser les céréales sur l'exploitation et généralement l'utilisation des céréales pour les porcs charcutiers.
À cela, par rapport au profil à l'installation, on a bien sûr le management des salariés. Des formations sont nécessaires, chose que l'on ne voyait pas auparavant. Nous, au niveau de la coopérative, nous avons mis en place un parcours manager, ce qui permet de mieux communiquer et de mieux manager ses salariés. Ça permet aussi aux managers de décrypter les évolutions de la filière, d'optimiser les performances économiques de l'élevage en relation avec les salariés, d'anticiper et gérer les risques sur l'exploitation en améliorant son pilotage stratégique. Donc ça, c'est essentiel et ça permet de faire évoluer son entreprise et de la pérenniser et bien sûr d'avoir des objectifs à 5-10 ans. Une autre partie de l'installation que l'on remarque et que l'on voit se profiler depuis quelques années, c'est l'installation sans naissage. Alors, pour ou contre, mais en tout cas, on a de plus en plus de porteurs de projets qui souhaitent déléguer le naissage. Donc, cela pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un choix du porteur de projet qui veut plutôt recevoir 4 à 500 porcelets par mois, récupérer ou travailler le foncier sur l'exploitation. C'est ce qu'on peut remarquer. Pourquoi cela? On a un problème de recrutement compliqué aujourd'hui de trouver des salariés en production porcine. Donc, le porteur de projet peut donc se reporter au naissage collectif et donc à l'achat de parts sociales. Merci Patrice pour l'intervention et maintenant je passe la parole à Myriam Lebillan d'Evelop. Bonjour Myriam. Bonjour à tous. Donc, je suis Myriam Lebillan, en charge des transmissions et des installations au sein du groupement d'éleveurs de porc à Evelop. Donc, à Evelop, aujourd'hui, si nous avons un message à vous faire passer, c'est bien mon projet de transmission, je le prépare. Alors, anticiper sa transmission, c'est quoi? C'est d'abord analyser la transmissibilité de son élevage, être conscient des forces et faiblesses de son exploitation, c'est-à-dire sur la cohérence, sur le voisinage, les surfaces exploitées, la main-d'œuvre et tout ce qui est lié aux questions environnementales. C'est également préparer fiscalement et juridiquement la transmission, donc mettre en place tous les dispositifs facilitant la transmission de son exploitation avec les conseils d'un juriste ou d'un fiscaliste de préférence. C'est aussi bien sûr sécuriser le foncier ou l'accès au foncier. Et enfin, il est essentiel de faire une estimation patrimoniale de l'outil à transmettre, donc par un professionnel, souvent un professionnel du bâtiment. Donc, on parle d'anticipation, c'est bien sûr dans le but de rendre son exploitation attrayante. Donc, une entreprise attrayante, c'est bien sûr un foncier maîtrisé, une bonne organisation des bâtiments bien évidemment cohérents, la maîtrise et la gestion de la main-d'œuvre. C'est surtout aussi avoir de bonnes performances techniques. Donc, pour ça, il est essentiel de disposer d'outils de contrôle des performances G3T, GTE, de maintenir un cheptel truie en bon état, et puis ça passe également par la maîtrise des coûts alimentaires. Donc, il est important aussi de maintenir son état de production en état et répondre aux différentes normes en vigueur, que ça soit, donc on parlait d'environnement tout à l'heure, les épandages, le bien-être, également la biosécurité. Donc, je viens là juste de vous parler du bon maintien des résultats technico-économiques, ce qui est à mon sens très important, parce qu'en effet, le prix de vente est souvent défini par un mixte entre la valeur patrimoniale et surtout la valeur économique. Il ne faut pas surtout que vous perdiez de vue qu'un candidat ne pourra pas acheter plus cher que ce qu'il pourra rembourser avec le BE, déduction faite bien sûr des prélèvements privés, des frais financiers court terme et de la marge de sécurité. En effet, donc, les études économiques présentées aux partenaires financiers se basent sur les résultats technico-économiques des dernières années, c'est-à-dire bien souvent les 5 à 8 dernières années d'activité. Donc,
c'est bien le maintien de ces résultats qui permettra d'une part une meilleure attractivité de l'exploitation et également une meilleure valorisation, bien sûr, de l'exploitation. Enfin, sur la question du maintien ou non des investissements. Donc, il semble très important d'investir pour garder justement un outil performant sur le plan technique, d'investir pour maintenir l'activité de l'entreprise, l'attractivité de l'entreprise. Et là-dessus, j'ai envie de dire qu'il faut quand même faire attention à ne pas anticiper les projets d'un acquéreur potentiel et surtout éviter d'investir dans des acquisitions soit surdimensionnées ou sous-utilisées, car ces dernières peuvent surenchérir bien sûr le montant de la reprise. Donc, à bien retenir, donc chaque euro investi ne se retrouvera pas dans la valorisation finale, mais aura certainement permis donc une meilleure valorisation de l'exploitation et de garder une bonne attractivité. Donc voilà, j'espère avoir été claire. Je vous remercie et vous souhaite une très très bonne journée. Merci Myriam pour cette présentation. Et maintenant, nous allons visionner quelques témoignages de transmission ou de reprise. Et maintenant, le témoignage de Nicolas qui a transmis. Les propos sont recueillis par Laurent Chaise. Il s'agit d'un témoignage sonore. Bonjour, je viens de céder mon exploitation porcine naisseur-engraisseur. Sur mon annonce du site répertoire départ installation, j'ai souhaité indiquer que cela peut convenir pour de l'engraissement. C'est ce qui s'est passé. Un compromis vient juste d'être signé pour l'installation d'un jeune dans le cadre familial, sachant que la partie naissage restera chez ses parents. J'ai mis carte sur table en montrant au repreneur un diagnostic avec les points forts ainsi que les points faibles. Par rapport aux points faibles, j'ai pris les devants. J'ai changé le broyeur et j'ai proposé de partager le prix du renouvellement de la cuve de la machine à soupe avec lui. J'ai proposé de céder gratuitement mon bâtiment le plus ancien. Ce n'était pas grand-chose car il avait été estimé à un prix très faible par mon groupement. Mais c'était important car pour moi, il ne valait rien. Le forage est dans mon jardin. Comme je vais continuer à habiter dans la maison proche des bâtiments, j'ai pris en charge le financement d'un autre forage. De même pour un nouveau compteur EDF, car j'en avais un en commun avec la ferme. J'ai dû savoir ce que je voulais. Il fallait un passage dans mon jardin pour le repreneur. J'ai refusé la première proposition, puis j'ai dû trouver un compromis. En conclusion, je pense que si la négociation s'est bien passée, c'est d'abord parce qu'on est parti avec un prix réaliste. Puis je me suis mis à la place de mon repreneur. Il paye pour avoir un outil en état de fonctionner de suite. J'ai donc anticipé la négociation en proposant dès le départ de tout faire pour cela. Pour finir, mon exploitation a été vendue au prix estimé par mon groupement, ce qui était une grande satisfaction pour moi. Merci à Nicolas pour ce témoignage. Et maintenant, un autre témoignage, Monsieur Jiquel, qui également a transmis. Donc, bonjour, je m'appelle Monsieur Jiquel, je suis de l'Oudéac. Et donc, ma ferme se situe à 3 km à peu près de la ville. Donc, je me suis installé en 1984 à la suite de mes parents. Je me suis installé avec 56 truies sur 12 hectares et j'ai terminé ma carrière avec 160 truies sur 100 hectares. Donc, en 2012, j'ai eu la visite de la DDPP pour le bien-être que je ne voulais pas faire. Et donc, ils m'ont dit, j'avais le choix entre deux solutions. Soit je le faisais dans les 6 mois, ou alors au bout de 6 mois, plus de porc dans l'élevage. Donc, j'ai demandé conseil à Dominique Amiot de mon groupement Port Armor. Il m'a conseillé d'investir un minimum, de façon à être dans les règles. Et donc, dans le même état d'esprit, j'ai refait les planchers d'engraissement, tout caliboutis, poutres, qui étaient vieillissants, les engraissements et les PS. Et j'ai mis 3 ans à faire ça, on a fait ça nous-mêmes dans des moments creux. J'ai refait l'isolation, j'entretenais mes bâtiments au mieux. J'aurais pu raser la première porcherie vieillissante, qui avait déjà 25 ans. J'ai préféré refaire l'intérieur, bien l'entretenir.
de façon à ce qu'au moment de la transmission, d'avoir un bâtiment propre et correct. Donc j'ai eu 3 candidats pour acheter mon élevage, 3 jeunes, c'était pour une installation. Donc le candidat que j'ai choisi se rapprochait le plus du prix estimé. Donc il reprenait tout, le parc bâtiment, le cheptel, tout le matériel agricole, le tracteur, tout le matériel pour le foncier, le stock, les animaux, le stock, les céréales, tout, et le salarié. Donc la maison, il n'en voulait pas. Donc pour cette raison, j'ai arrondi un peu les angles, comme il prenait tout, c'était une force aussi pour moi. Pourquoi a-t-il choisi ma ferme? Il en avait 2 en vue. Donc la première qu'il avait en vue, l'aspect général était moyen. L'entretien n'était pas... Il a préféré celle-ci qui était un peu plus loin de chez lui, mais plus dans ses cordes. Et donc ce qui l'a aidé dans son choix, c'était donc le parc bâtiment, donc la FAF, qui était un point fort, et puis les 100 hectares de foncier. Donc le plan d'épandage est autonome ici, et tout le foncier dans un rayon d'1 kilomètre. Donc j'ai ajusté la taille de mon cheptel par rapport au foncier. J'étais autonome en plan d'épandage. Le plus compliqué dans ma transmission à moi, c'est que le foncier, je suis propriétaire que 10%, donc 90% ce sont des bailleurs, avec 6 bailleurs, donc des gens plutôt âgés, qui pour moi j'avais peur qu'ils veulent vendre au moment de la transmission. Donc je suis allé les trouver avec mon repreneur. Et j'ai réussi à les convaincre de louer et de ne pas vendre, au moins dans un premier temps. C'est ce qu'ils ont fait, ils m'ont suivi. Et donc la vente a pu se faire. Donc la vente s'est faite au mois de mars 2019. Et depuis, tout se passe bien. Je lui donne un coup de main à la demande. Ça me fait plaisir d'aller lui aider. Et aujourd'hui, il est installé depuis 3 ans. Il adore son métier, ça se sent. Il n'a plus qu'à bosser. Après avoir visionné le témoignage de M. Gicquel, nous allons maintenant voir Ségolène qui s'est installée en Ille-et-Vilaine. Je m'appelle Ségolène Poulard, je suis originaire d'Evran dans les Côtes-d'Armor. Donc je suis dans le milieu agricole depuis toute petite et j'ai fait des études agricoles de la 4e au BTS. Et à la fin de mon BTS Axe, j'ai décidé de travailler. J'ai fait 5 mois proche de chez mes parents dans un atelier porc. Et après, j'ai trouvé une exploitation à reprendre sur Sens de Bretagne, sur 90 truies naisseurs engraisseurs. J'ai toujours eu envie de m'installer étant petite. Après, pourquoi l'élevage? Parce que je suis baignée dedans aussi depuis que je suis toute petite. Donc je ne me vois pas ailleurs que travailler avec des animaux. Je suis arrivée sur Sens de Bretagne dans l'optique de trouver un travail en élevage. Et du coup, c'est un GAEC qui m'a proposé du travail donc, sur l'exploitation là, 90 truies naisseurs engraisseurs et 160 vaches laitières. Au bout de 6 mois de salariat, ils m'ont proposé en fait de reprendre l'exploitation. On a commencé le stage parrainage en septembre jusqu'au 30 avril 2021 où je me suis installée. La taille de l'exploitation en fait, qui est faite pour une seule personne. Et le fait que mes cédants en fait, ont fait des travaux de rénovation et puis de biosécurité pour que je puisse reprendre un outil fonctionnel. Les avantages d'être installé, c'est d'être chez soi, être son propre patron, prendre ses décisions et aussi avoir une flexibilité dans les horaires comme l'ont fait mes parents, donc j'ai envie de reproduire la même chose. Dans 5 ans, je me vois avec un bâtiment de maternité liberté neuf
et une évolution de cheptel sur l'exploitation. Les conseils à donner aux cédants, ce serait de transmettre des bâtiments fonctionnels, d'être ouvert d'esprit au niveau des futurs projets des repreneurs. Pour les jeunes, n'hésitez pas à vous lancer. Après ces 3 témoignages, je passe la parole à Laurence Chaise qui va conclure cette webconférence. C'est à toi, Laurence. Ces témoignages sont en lien avec ce que les intervenants ont dit. L'entretien des abords et des bâtiments sont très importants, ainsi que la relation cédant-repreneur. Pour obtenir un prix de cession qui permettra au repreneur de se rémunérer, il est important, quand on est en fin de carrière, de réaliser juste ce qu'il faut en investissement pour maintenir ses résultats économiques. Le contrôle des installations JA aidées en port montre qu'il y a, en moyenne, plus de revenus que dans d'autres productions. Le renouvellement des départs à la retraite est un enjeu fort pour les groupements et coopératives de la filière porcine. Avec nous, ils accompagnent. Les banques sont sensibles à la capacité du candidat à s'entourer. Elles le diront dans la dernière web conférence de cette quinzaine, le juste prix. Je conclus cette web conférence en remerciant tous les participants et en particulier les groupements et coopératives et en vous invitant au dernier présentiel qui aura lieu le vendredi 2 décembre à Saint-Brandon.